Je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous. Merci de vous être inscrits à ce webinaire autour de l'audit de propriété industrielle. Je suis Vincent Robert, conseiller en propriété industrielle. Je fais partie de Novagraph, cabinet de propriété industrielle, qui fait partie du groupe Questel. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Cyril Mavric. Bonjour à tous. Oui, effectivement, moi je travaille chez Questel, où je suis depuis une dizaine d'années. Je m'occupe de l'offre consulting analytique, qui consiste à aider les clients à bien connaître leur environnement technologique à travers l'analyse de panoramas brevets, d'informations sur les publications scientifiques, sur les sociétés, sur des produits, etc. Voilà. Et donc moi, j'ai après une expérience dans l'industrie où j'étais responsable d'un département européen pour un équipementier automobile américain. J'ai rejoint Novagraph en 2019, où je conseille les clients et je les accompagne. En particulier, j'interviens souvent avec Cyril dans des audits de propriété industrielle, lorsque l'on est sollicité, que ce soit par des startups ou des investisseurs, et principalement des investisseurs. On va démarrer donc cette présentation et noter que vous pouvez poser des questions. On a reçu des questions en avance, mais vous pouvez aussi, il y a un outil pour poser des questions dans la présentation. Et par ailleurs, vous recevrez à la fin du webinaire un lien pour récupérer la présentation et éventuellement visionner l'enregistrement. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter dans un premier temps le contexte. Qu'est-ce qui fait qu'on est amené à intervenir, à proposer des audits de propriété industrielle? Comment ça se déroule? Quelles sont les principales étapes? Quels sont les outils qu'on utilise pour faire ces audits de propriété industrielle? Comment se présente le rapport final? Ou de quelle manière on présente les résultats de cet audit? Et puis un petit topo aussi sur les quelques aides publiques qui peuvent aider à financer ce type d'opération. Alors d'abord le contexte. Eh bien, on est principalement dans le cadre d'entreprises innovantes, bien sûr, puisque c'est des entreprises qui ont commencé à créer, à construire un portefeuille d'actifs de propriété industrielle, qui sont en développement et qui ont besoin de franchir certaines étapes. C'est souvent dans ce cadre-là qu'on intervient. Les étapes classiques, notamment pour une start-up, c'est évidemment une levée de fonds. Dans le cadre d'une levée de fonds, les investisseurs veulent savoir dans quoi ils vont investir. Ils veulent savoir si l'entreprise a fait le nécessaire côté propriété industrielle, s'il y a des risques, s'il y a des opportunités, si l'entreprise a déjà mis en place une stratégie de propriété industrielle. Les étapes à franchir, ça peut être aussi la construction d'une usine, donc qui nécessite une grosse levée de fonds. Et qui dit levée de fonds dit plusieurs investisseurs et qui ont besoin d'être rassurés ou d'avoir une vision relativement éclairée de la situation, de l'état des lieux dans l'entreprise dans laquelle ils souhaitent investir. L'audit de pays permet aussi de faire le point à un moment donné dans le développement de la société et de valider ou d'infléchir certains aspects de la stratégie de l'entreprise sous l'angle propriété industrielle. C'est aussi l'occasion d'une montée en compétences. Parfois, l'audit de pays permet aussi de mieux connaître ses forces et ses faiblesses et de mieux aussi appréhender la complexité de la propriété industrielle ou l'importance par exemple, de déposer plus de brevets ou de protéger une marque ou d'autres aspects des actifs immatériels de la société. Alors, à quoi ça sert? C'est d'abord un support pour dialoguer avec les partenaires, donc les investisseurs aussi, les administrations. L'audit pays va permettre
de synthétiser un peu les informations autour de la propriété industrielle relative à l'entreprise. Et ça permet de rassurer, d'informer, de convaincre si certains investisseurs ont des doutes sur la stratégie. Là, ils vont avoir des informations étayées par une analyse approfondie comme vous allez le voir, du contexte de l'environnement de la société et du portefeuille de la société en propriété industrielle. Ça a une utilité à la fois pour l'entreprise et pour le partenaire, l'investisseur, etc. Donc, même s'il n'y avait pas la nécessité d'une levée de fonds ou de convaincre les investisseurs, déjà, ça a un intérêt pour l'entreprise puisque on fait un état des lieux, on permet, comme je l'ai dit auparavant, de valider certains choix stratégiques ou d'en définir de nouvelles pistes de développement y compris protégés par des actifs, des titres de propriété industrielle. Du côté de l'investisseur, souvent, un des points principaux, c'est d'évaluer les risques pour justifier l'investissement. Si dans l'audit, on identifiait des risques importants sur la protection des voies technologiques principales de la société, évidemment, ce serait la pire situation où ça voudrait dire que ça pourrait décourager l'investisseur d'investir. Mais souvent, il a quand même déjà une bonne connaissance, un bon a priori, mais il faut les valider et vérifier qu'il n'y a pas eu des oublis dans les études précédentes. Merci Vincent. Et donc si on met un peu de chiffres derrière tout ça, pourquoi la propriété industrielle est importante et pourquoi du coup les audits le sont également? Plusieurs études ont montré que les startups technologiques qui détiennent des brevets ont plus de chances de réussir que celles qui n'en détiennent pas. Une première étude de Mines, ParisTech et de France Brevet a montré que le taux de succès d'une startup à 5 ans est 30% pour les startups qui ont des brevets, contre seulement 8% pour celles qui n'en ont pas. Et cette même étude montre que le lien de corrélation est encore plus fort si on prend en compte la qualité et la quantité des brevets qui sont dans le portefeuille. Et donc, si le taux de succès est multiplié par 3 pour les entreprises qui ont des brevets par rapport à celles qui n'en ont pas, en fait, celles qui disposent de plusieurs brevets et des brevets de qualité ont jusqu'à 5 fois plus de chances de réussir que celles qui n'en ont aucun. Et plus récemment, en octobre dernier, l'Office européen des brevets a publié une nouvelle étude qui confirme ces aspects, en incluant les marques également, cette fois, en s'intéressant aux chances de levée de fonds et aux chances de sortie pour les startups. Et cette étude conclut qu'une société avec des brevets et des marques aura jusqu'à 10 fois plus de chances de lever des fonds et jusqu'à plus de 3 fois plus de probabilité de sortie par le haut. Donc évidemment, il n'y a pas de lien de cause à effet direct entre la propriété industrielle et le succès de la société, mais en même temps, cette corrélation est si forte que les investisseurs considèrent maintenant les brevets comme un signal de réussite future. Et c'est pour ça qu'ils commanditent ces audits pays avant d'investir et qui vont même jusqu'à inciter fortement les sociétés à se faire accompagner pour définir une véritable feuille de route pays. Donc, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire la réalisation elle-même de ces audits pays. Donc, de notre côté, on a défini une méthodologie commune en plusieurs étapes. La première, c'est d'analyser l'environnement brevet de la société afin de détecter et de qualifier les opportunités et les menaces dans l'environnement. Ensuite, on évalue les forces et les faiblesses des actifs de l'entreprise. Puis, grâce à l'analyse des forces, des faiblesses de ces actifs, aux opportunités et aux menaces issues de l'environnement et à notre connaissance aussi donnée par les dirigeants de la société de la stratégie de développement de l'entreprise, on va être en mesure de définir si les actifs pays et la stratégie pays associée sont réellement alignés à son modèle économique futur. Et enfin, le résultat final va apporter déjà des premières recommandations concernant des potentielles actions à corriger. Donc là, ce qu'on voit, c'est la partie environnement. Donc cette appréciation bonne ou mauvaise d'un actif de propriété industrielle va dépendre de cet environnement concurrentiel et notamment des brevets, l'environnement brevet dans lequel évolue la société. Donc, on va d'abord examiner cet environnement d'un point de vue macro, c'est-à-dire qu'on va regarder la dynamique des brevets et l'agressivité du domaine. Donc,
en effet, une position pays faible dans un environnement peu dynamique, peu habitué aux usages de la propriété industrielle de façon agressive, bon, bah, c'est une situation qui peut être gérée. En revanche, dans un domaine en évolution rapide comme l'impression 3D, les véhicules autonomes, la blockchain, voilà, une position faible peut rapidement devenir critique et voire même mettre en danger le développement de la société. Et on a vu de notre côté des cas de sociétés innovantes obligées de changer de territoire de marché prioritaire ou même d'application visée parce que l'environnement concurrentiel et de propriété industrielle surtout était trop menaçant. Donc on va maintenant présenter la méthodologie en prenant l'exemple d'une startup, on va dire semi-fictive, qui a développé un nouveau type de technologie de batterie dont l'application principale est le stockage d'électricité pour les bâtiments, qu'ils soient connectés au réseau électrique ou non. Et dans cet exemple, donc c'est celui qu'on voit à l'écran, l'analyse macroéconomique, donc là fortement condensée, a révélé plusieurs éléments. D'une part, un environnement brevet qui devient de plus en plus complexe et avec un grand nombre de nouveaux acteurs et une utilisation de plus en plus importante et agressive des brevets pour bloquer les concurrents. Mais d'autre part, un environnement brevet en Europe, bien plus simple à évaluer, car seule une petite partie des brevets protège réellement les pays européens, qui constituent le territoire on va dire, de marché prioritaire de la société. Donc, ça veut dire que les menaces pour la startup sont finalement plutôt à long terme qu'à court terme dans cet environnement. Merci. Donc, une analyse macroscopique, évidemment, c'est pas suffisant pour évaluer les opportunités et les menaces de l'environnement. Il va falloir ensuite réaliser une analyse à un niveau beaucoup plus précis, c'est-à-dire rechercher des brevets qui pourraient être bloquants pour le développement même de l'entreprise. Donc pour ça, ça va être une sorte de recherche des libertés d'exploitation et puis ensuite l'analyse par le conseil en propriété industrielle de l'aspect bloquant ou pas de ces brevets. Et donc une fois ces brevets identifiés, hein, on va évaluer s'ils représentent des menaces ou des opportunités et le niveau de risque associé. Et ce niveau de risque, il va dépendre évidemment du propriétaire. Est-ce qu'il s'agit d'un concurrent, d'un client, d'un fournisseur, d'un potentiel partenaire, de l'âge des brevets et de quand est-ce qu'ils vont arriver à expiration, des territoires qui sont protégés, du stade de la procédure d'examen, éventuellement la possibilité de les invalider, de la possibilité de détecter une contrefaçon pour le détenteur du brevet, et puis évidemment la capacité de la société à trouver des alternatives techniques à ces brevets. C'est vrai que là, du coup, on travaille vraiment en équipe avec Cyril pour, grâce à, enfin, on profite de sa maîtrise des outils de recherche Questel et nous, on apporte notre expertise juridique sur l'évaluation de la liberté d'exploitation, des risques, enfin l'étendue de protection des brevets et différents aspects sur les statuts des demandes aussi qui peuvent être identifiées. Tout à fait. Voilà, donc jusqu'ici, on a surtout regardé l'environnement, d'abord macroscopique, puis après un peu plus précis autour des technologies de la société. Maintenant, on va regarder les actifs de propriété industrielle de la société elle-même. Donc l'idée principale de la méthodologie, hein, c'est d'adopter une vision assez large de cette protection intellectuelle de la startup pour pas se concentrer uniquement sur ce qu'elle a déjà qui pourrait nous faire rater des choses. Donc la première étape, ça va constituer à décomposer le produit ou le service innovant de la startup ou de la société en briques technologiques successives sur la chaîne de valeur. Donc pour simplifier légèrement cet exemple semi-fictif, on a limité le nombre de briques technologiques à 5 segments principaux, donc les électrodes, pour lesquels le matériau et la forme sont essentiels, le collecteur, l'électrolyte et l'intelligence du système, c'est-à-dire le couplage batterie-bâtiment. Et cette partie de la méthodologie est vraiment importante, il ne faut pas la sous-estimer parce que on risquerait soit de rater des choses, soit de rentrer dans un niveau de détail qui n'est pas nécessaire quand on veut prendre du recul. Et donc, s'il y a trop de briques technologiques, il faut vraiment arriver à se concentrer sur celles qui apportent le plus de valeur ajoutée et de différenciation à la société. Et donc, une fois l'analyse technologique, on va dire, effectuée avec l'aide des fondateurs, l'analyse des actifs pays peut réellement commencer. Donc, on commence par les brevets, qu'il va falloir aligner avec les différentes briques techno. Et ces brevets auxquels la société a accès doivent tous être pris en compte. Donc,
les brevets qu'elle détient, mais également s'il y a des brevets qui sont accessibles par le biais de partenaires, on doit également les prendre en compte. Donc les contrats de R&D, les accords de licence doivent également être analysés pour bien comprendre s'il y a des limitations, que ce soit des limitations de territoire, d'application possible, d'exclusivité, donc non-exclusivité, ou même des risques de perte de l'accès aux actifs pays. Et c'est là aussi où la complémentarité, donc avec l'analyse juridique du conseil en propriété industrielle, est réellement indispensable. Donc un audit, c'est une photographie à un instant donné. Vraiment, c'est commandité comme ça. Mais il faut arriver à la rendre la plus dynamique possible, donc en anticipant justement cette dynamique en prenant en compte les bonnes pratiques de gestion de la propriété industrielle de la société et éventuellement les futures demandes de brevets, si elles sont déjà assez claires, et puis on va dire la roadmap de dépôt des futurs brevets. Donc dans notre exemple ici, on a deux familles de brevets qui protègent à la fois le matériau et la forme des électrodes. On n'a aucun brevet qui protège le collecteur, l'électrolyte ou l'intelligence du système. Et on voit déjà que si on avait regardé que les brevets existants, on n'aurait peut-être même pas remarqué qu'il n'y a pas de brevet qui couvre les autres briques technologiques de la société. Donc ici, on a deux brevets qui sont délivrés, qui sont sur des territoires pertinents pour la stratégie de développement de la société. Donc si on s'arrête ici, ce qui est le cas dans bon nombre d'audits pays un peu classiques, la situation peut sembler assez satisfaisante et la conclusion serait que la société finalement est bien protégée. En fait, il ne faut pas s'arrêter là. Merci. Il va falloir procéder à une analyse plus approfondie. Et en effet, un brevet n'aura un impact réel pour l'entreprise que s'il peut être utilisé contre les concurrents pour protéger les parts de marché. C'est vraiment essentiel. Donc il y a deux critères essentiels qui sont à prendre en compte pour ça, c'est l'existence d'alternatives techniques qui ne sont pas protégées par les revendications et la détectabilité d'une potentielle contrefaçon. Là encore, l'analyse du conseil en propriété industrielle est indispensable pour cela. Et voilà, il suffit pas de aussi les échanges avec la société, bien sûr, puisqu'on doit s'appuyer sur leur connaissance de leurs produits, des alternatives techniques possibles ou non. Tout à fait. Voilà, donc il suffit pas que les brevets soient juste délivrés et sur les bons territoires de marché pour assurer un monopole. Voilà, il faut aussi être capable de démontrer une potentielle contrefaçon et que ce soit difficile de contourner vos propres brevets. Donc là, dans notre cas fictif, dans le cas de notre semi-fictif de notre client, les résultats étaient mitigés puisque l'un des brevets était assez facile à contourner et la détection de contrefaçon pour le deuxième brevet était impossible puisque le processus de fabrication du matériau ne laissait aucune trace sur le produit final. Donc, en conséquence, la protection réelle apportée par les deux brevets, bien que valide, était au final presque nulle, et ce qui allait complètement à l'encontre d'un précédent rapport d'audit pays. Est-ce que tu peux changer de diapo, Ouais. s'il te plaît? Merci. Voilà, donc c'est pas parce que vous possédez des brevets délivrés sur des bons territoires de marché que vous êtes réellement bien protégé sur ce marché, sur votre marché par rapport aux concurrents, et que vous pouvez vraiment maintenir votre avance technologique. Donc, après avoir regardé la protection apportée par les brevets, il y a d'autres actifs de propriété industrielle qu'il faut prendre en compte et qui peuvent aussi grandement contribuer à la protection des parts de marché. Donc on va dupliquer la méthodologie précédente aux autres actifs pour avoir une vision beaucoup plus globale de la situation de l'entreprise. Donc l'actif pays le plus complémentaire au brevet, ça va être le savoir-faire. Et là encore, il ne suffit pas d'affirmer que le savoir-faire est solide et que c'est parce qu'on a développé quelque chose pendant longtemps que ça va apporter une avance technologique à l'entreprise. Pour que ce soit le cas, il faut que le savoir-faire, alors soit par définition, on va dire évidemment tenu secret, par des moyens physiques et contractuels, mais il doit aussi ne pas être récupérable ou recopiable par un concurrent une fois le produit commercialisé. On a peut-être développé quelque chose pendant 10 ans, mais si on peut le retrouver avec 2 semaines de reverse engineering, l'avance technologique, elle sera plus proche de 2 semaines que de 10 ans. Et donc pour cette analyse, il va falloir mener des entretiens avec le directeur, enfin le fondateur, les directeurs techniques, pour évaluer les bonnes pratiques de protection du savoir-faire, qu'il s'agisse de la politique de confidentialité vis-à-vis des salariés, des partenaires, des clients, les communications volontaires aussi, la protection physique des locaux et des systèmes informatiques. Puis on va challenger la société sur la réelle avance technologique apportée par le savoir-faire sur chacune des briques.
Est-ce que le savoir-faire appartient réellement à la société ou est-ce que c'est un partenaire qui lui en donne l'accès? S'il lui en donne l'accès, sous quelle forme? Avec quelles restrictions? Est-ce qu'une partie du savoir-faire peut être retrouvée finalement dans le domaine public, comme on l'a vu précédemment, où une partie était dans la description d'un brevet? Ah non, on va le voir juste après, pardon. Est-ce que des éléments du savoir-faire peuvent être retrouvés à partir du produit de la société une fois qu'il est commercialisé? Quel effort aussi devrait faire un concurrent pour retrouver des performances similaires en partant avec ses propres connaissances? Et enfin, est-ce que les différents savoir-faire sur chacune des briques sont complémentaires les uns avec les autres? Ça peut être compliqué parfois d'associer des compétences très diverses les unes avec les autres. Donc dans notre cas, certains éléments clés du savoir-faire en matière de matériaux avaient en fait été déjà publiés dans les exemples de réalisation du brevet. Donc finalement, ils étaient accessibles à tous. Et le savoir-faire très solide sur la forme des électrodes, qui avait nécessité plusieurs années de développement, mais était finalement facilement récupérable par les concurrents une fois qu'ils s'étaient procuré le produit. Et donc la seule brique technologique où le savoir-faire était solide était finalement l'électrolyte, ce qui était assez faible. Finalement. C'est vrai que ce qu'on voit dans la pratique, c'est que parfois on propose l'analyse du savoir-faire en tant qu'option parce que ça nécessite un temps supplémentaire, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires. Et de ce que j'ai remarqué, souvent les entreprises choisissent, ou les investisseurs choisissent cette option parce que c'est vrai que c'est quand même un élément important, même s'il n'est pas toujours aussi formalisé que facile à détecter qu'un brevet. Analyser un brevet, savoir s'il est valable, enfin s'il est en vigueur ou pas en vigueur, c'est facile. Le savoir-faire, ça demande une analyse approfondie et du temps passé avec l'entreprise. Oui. Tout à fait. Et donc, bon, ça c'est le savoir-faire. Et puis il va y avoir d'autres actifs pays qu'on va prendre en compte. Alors en fonction des domaines applicatifs, des domaines techniques, donc il va y avoir des logiciels, des dessins et modèles, des marques, éventuellement des bases de données, qui sont d'autres actifs et qui vont être plus ou moins importants en fonction du domaine de la société. Et donc la dernière étape de l'audit va consister à faire le bilan de tous ces éléments et faire une analyse croisée des résultats internes et externes afin d'identifier les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces pour la société. Et encore une fois, on essaie d'avoir la vision la plus dynamique possible de la situation actuelle, mais de la trajectoire aussi de la société. Parfois, on voit des sociétés pas forcément encore très bien protégées, mais qui le savent et qui ont déjà prévu certaines actions pour améliorer la situation. Et on voit l'inverse. Donc le processus d'audit en soi s'arrête là en termes de mission. Mais évidemment, pour la société, ça peut continuer. Et comme l'analyse SWOT, cette analyse est rarement entièrement positive, en fait, on voit en filigrane déjà les trous dans la raquette de la protection et les améliorations à apporter pour définir une meilleure feuille de route en matière de propriété industrielle. Et comme on l'a vu, définir et mettre en œuvre une stratégie adaptée, intelligente en matière de pays, c'est une des clés pour ces entreprises innovantes et puis derrière pour assurer les investisseurs. Et c'est vrai que identifier un trou dans la raquette, c'est pas un problème en soi, et c'est plutôt une chance finalement de l'avoir identifié suffisamment tôt dans le développement de la société. Ça permet ensuite d'appliquer des correctifs ou d'investir dans le développement de la protection pour une des solutions technologiques importantes pour la société, par exemple. Donc, le but, c'est un bon audit, c'est pas un audit qui dit tout va bien, tout est super. C'est voilà, comme disait Cyril, c'est un état des lieux et puis on regarde où on en est et puis on regarde s'il y a si on peut s'améliorer, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des menaces et identifier une menace, c'est pareil, c'est vaut mieux savoir et après on peut voir comment on peut compenser ce risque plutôt que d'être dans l'inconnu. Et ça, c'est ce que les investisseurs craignent le plus, c'est d'investir dans l'inconnu. Enfin, je pense qu'aucun investisseur ne va investir dans une société sans avoir un minimum de visibilité sur sa situation. Et en particulier pour les entreprises innovantes, l'aspect propriété industrielle est un élément clé. Donc, les résultats de l'audit, ils se présentent sous
donc, grosso modo, comme un rapport, mais ce n'est pas juste un inventaire. Hein. On a montré, et Cyril a bien détaillé tous les aspects qui sont passés en revue et qui vont apparaître dans le document qu'on remettra à la fin aux investisseurs et à la société. On profite généralement de la fin de l'audit pour faire de la restitution orale, et ça, c'est un moment intéressant à la fois pour les investisseurs, pour la société et pour nous. C'est pas, on livre pas un résultat brut, mais on échange pour aussi être sûr que tout le monde a bien compris ce qu'on a voulu dire quand on a identifié des menaces. Et c'est souvent l'occasion pour les investisseurs de poser des questions, savoir, OK, cette menace, mais qu'est-ce que vous en pensez? À quel point elle peut être gênante? Quelles sont les pistes d'amélioration qu'on met bien entendu dans le rapport? Et puis aussi, c'est un document graphique, on essaye de le présenter pour pour le rendre accessible à des personnes non spécialisées en propriété industrielle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces processus d'investissement et d'audit, il y a des interlocuteurs très différents et les investisseurs ne sont pas des experts en propriété industrielle et ils n'ont pas envie spécialement d'être experts. Ils veulent juste comprendre les enjeux, comprendre les forces, les faiblesses, comme on a dit. Donc voilà, c'est un peu l'objectif de ce rapport et c'est ce qui plaît souvent dans le retour qu'on a hein, des entreprises et des investisseurs, c'est qu'ils peuvent vraiment s'en servir. Ça, je pense qu'on peut le souligner, hein, je pense qu'il y a quasiment 100% des dirigeants d'entreprise qui sont satisfaits d'avoir réalisé un audit, qui disent que ça leur a permis de prendre du recul, d'apprendre des choses, voilà, et de bien identifier où est-ce qu'ils étaient bien protégés, où est-ce qu'ils étaient mal, parfois prendre conscience d'éléments positifs, mais aussi d'éléments négatifs. Et les retours sont tout le temps positifs. Tout à fait. Et la société, souvent elle s'y réfère ensuite, elle s'en servent dans la période qui suit pour parfois refaire un point éventuellement pour voir où ils en sont par rapport à la feuille de route qui a pu être proposée sur certains aspects dans le rapport. Alors, on a on va aborder la question des aides, donc des financements. L'aide publique qui est vraiment dédiée à ce type d'activité, c'est l'aide proposée par BPI France, le diagnostic pays. Donc ça, c'est un point. Et pour pouvoir en bénéficier, il faut faire appel à des experts habilités à réaliser des diagnostics pays. Et donc Novagraph, bien entendu, est habilité pour ce type d'opération. De manière plus accessoire, on va dire, pour l'INPI, il y a le système du pass pays qui n'est pas spécialement dédié aux audits pays, mais dans le cadre des prestations éligibles au pass pays, il y a la recherche documentaire brevet. Donc, on peut éventuellement prévoir un aspect recherche documentaire, puisque c'est une des étapes de l'audit pays. Donc, potentiellement, sous réserve d'éligibilité des sociétés, donc c'est toujours à vérifier avec le chargé d'affaires INPI, il y aurait une possibilité de financement sur cet aspect-là. Un autre financement possible, c'est celui proposé par l'Union européenne, donc le SME Fund, donc à destination des PME, bien entendu. Et donc, dans ce cadre-là, de la même manière, il n'y a pas une aide spécifique pour l'audit pays, mais il y a une prestation appelée IP Scan Enforcement qui est dédiée, enfin, elle va être ciblée sur un problème de contrefaçon, brevet. Donc, si dans le cours de l'audit pays, par exemple, on identifie un risque de contrefaçon, ou même ça peut être dans le sens de l'attaque, c'est-à-dire si la société a connaissance d'une société tierce qui enfreindrait l'un de ses brevets, il est possible, sous réserve de valider les conditions d'éligibilité, de bénéficier d'une aide par le SME Fund de l'Union européenne. Novagraph publie régulièrement des articles sur son site internet, par LinkedIn, donc n'hésitez pas à consulter nos articles qui rentrent un peu plus dans le détail des aides disponibles et des mécanismes qui permettent d'accéder à ces aides.
Pour terminer, on a essayé de le présenter tout au cours de cette visioconférence. Voilà. Nous essayons de faire bénéficier nos entreprises, les entreprises qui nous contactent, donc de notre expérience. L'avantage aussi de Novagraph en tant que conseiller en propriété industrielle, non seulement une expérience de 135 ans, mais aussi les avantages de la protection du secret professionnel par le statut de conseiller en propriété industrielle. Nous couvrons tous les domaines techniques et, et notre coopération avec Questel, bien entendu, contribue à cette expertise. Donc, Cyril, je te laisse expliquer. Ouais. Oui, bah voilà, un des éléments qui est fortement apprécié, c'est cet alignement avec l'aspect économique, modèle et stratégie de développement économique de la société, et donc l'alignement des actifs pays avec ce modèle économique, pour comprendre si la promesse qui est faite aux investisseurs va être tenue grâce à ces actifs. Souvent, quand une société débute, elle a encore peu de choses à part ses actifs et les promesses qu'elle peut faire. Donc c'est voilà, c'est vraiment la combinaison de cette méthodologie qui est robuste, qui a servi pendant de nombreuses années, ces outils de recherche d'analyse brevet puissants, cette équipe pluridisciplinaire qui permet d'apporter tout ça. Pour terminer, donc, on a aussi une newsletter qui aborde régulièrement différents sujets sur la propriété industrielle. Donc, n'hésitez pas à y souscrire. Et, et voilà, notre présentation est terminée. Nous pouvons aborder la phase des questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à nous solliciter par l'outil questions. Ouais. Donc voilà, vous pouvez écrire directement votre question dans l'outil. Si on en a déjà reçu quelques-unes, Oui. une première question, c'est est-ce qu'on peut réaliser ces audits seul ou est-ce qu'on a besoin voilà, de faire appel à un partenaire externe? Peut-être je peux donner un premier élément de réponse, c'est Oui. en fonction du contexte, levée de fonds ou pré-levée de fonds, déjà il y a des moments où une telle analyse, elle doit être faite par un tiers complètement objectif et pas impliqué dans la société. Après, on peut s'y préparer. On peut déjà réaliser un certain nombre de choses en interne. Cet alignement des actifs pays avec les briques technologiques peut être fait avant. Mais c'est vrai que ça va aussi demander des compétences, comme on l'a vu, assez variées, qui peuvent être ou pas déjà dans la société, que ce soit côté conseil en propriété industrielle ou ingénieur brevet. Et puis, il va falloir aussi des outils de recherche, d'analyse brevet. La capacité à prendre du recul, c'est peut-être l'élément clé aussi, hein. C'est que est-ce qu'on est capable, quand on est dans la société, de prendre suffisamment de recul? Alors, je sais pas. En tout cas, c'est ça qui est apprécié aussi quand on intervient. C'est et on nous le dit, hein, c'est justement cette capacité à regarder de façon plus générale toute la société, tous les actifs, penser à certains actifs qui n'avaient même pas été considérés. C'est vrai que puis c'est un moment particulier aussi, c'est justement prendre le temps de prendre du recul et de faire cet état des lieux. Et c'est de toute façon, c'est vrai que les investisseurs, ils souhaitent que ce soit un tiers pour avoir une vision extérieure et pas être influencé si c'est une personne qui est déjà dans la société. Bien entendu, elle va participer, elle va être acteur de l'audit. Et plus les personnes, plus on a accès à des interlocuteurs bien informés, plus précis sera l'audit, plus complet sera l'audit. Mais voilà, c'est vrai que les investisseurs, ils recherchent ce regard extérieur qui leur permette d'avoir une vision plus objective. Et un dernier élément, c'est il faut aussi, alors si on n'est pas le fondateur de la société ou dans le COMEX, on va dire, il faut avoir les informations qui permettent cet alignement, donc avoir la confiance totale du management qui doit donner le plus d'infos possible sur la stratégie, le modèle économique de la société. Donc voilà, en résumé, oui en partie, mais je pense qu'un partenaire extérieur est quand même nécessaire. Et on a une autre question. Est-ce que cet audit pays est co-signé par Questel et par Novagraph? Donc, tu Alors, peux répondre, Vincent?
Oui, donc c'est bien Novagraph qui est l'interlocuteur privilégié de la société, des partenaires, des investisseurs, et Questel intervient en tant que, que fournisseur des prestations de recherche et d'analyse business. Mais et donc c'est bien indiqué qui chez Questel a participé à l'audit, mais l'audit est sous la responsabilité de Novagraph et d'un conseil en propriété industrielle, bien sûr. Ça. Autre question, en cas de brevet dormant, est-ce qu'il vaut mieux s'en séparer pour optimiser le budget ou les conserver pour une possible levée de fonds future? Euh, Je dirais que si. Ouais, alors bon, il n'y a pas une réponse qui s'applique à tous les cas de figure, mais si les brevets n'apportent rien à la protection du business à venir, c'est vrai que ça peut être pertinent de s'en séparer. Alors pas forcément s'en séparer par le bas, hein, ça peut être aussi une façon de valoriser des actifs et apporter voilà, des revenus supplémentaires à la société, soit sous forme de licence ou de vente des actifs. Mais il y a aussi certains domaines applicatifs, je pense à la medtech en particulier, domaine des capteurs aussi, de l'instrumentation, où on a vu une vraie corrélation en fait entre le nombre de brevets en portefeuille et la valorisation de la société une fois qu'elle est rachetée, et même des investisseurs nous dire que le nombre avait de l'importance dans ces domaines-là. Pour faire voilà, un effet masse qui, au-delà de la qualité des brevets, va essayer de compenser, en tout cas de rendre encore plus difficile pour les concurrents la possibilité de se positionner ou voilà, fournir des moyens de contre-attaque. Donc ça va dépendre un Oui, petit peu du domaine quand même. ouais, c'est ça. Mais ça, après, on est, enfin, on fait des audits pays pour des sociétés avec des tailles de portefeuille variées, mais souvent quand même, c'est pas des grands nombres. Euh, et bon, faut pas penser qu'on va pouvoir leurrer un investisseur en ayant si on a 3 ou 4 brevets si les 4 ne couvrent pas du tout la technologie, d'abord ça va ressortir dans l'audit pays, hein, et puis ça n'aura pas d'intérêt pour l'investisseur d'avoir ce type de protection. Donc je dirais que en tout cas ça peut être utile quand même. Ça montre quand même que l'entreprise a une démarche pays, qu'elle a une démarche, elle a été capable d'identifier une invention, de lancer la protection. C'est aussi, ça contribue à la montée en compétence de la société, je dirais. D'avoir eu à un moment donné l'idée de déposer une demande de brevet, de l'avoir fait progresser. Peut-être qu'à un moment elle est plus d'actualité et que c'est le moment de s'en séparer, comme le disait Cyril. Ouais. On a une autre question également sur voilà, combien de temps peut prendre en moyenne la réalisation de l'audit pays? Oui, donc là, on avait dit que, enfin, souvent, on est sur des délais de 3 à 6 semaines. En fait, on est souvent contacté quand même avec des délais contraints parce que les investisseurs sont en train de, de réunir toutes les conditions pour valider la levée de fonds. Donc, nous, on arrive quand même souvent vers une fin de processus où on nous impose des délais assez serrés, qu'on s'efforce de tenir du mieux possible. Donc, voilà, mais après, ça peut dépendre de la quantité d'informations aussi à compiler. Alors, une autre question en plusieurs morceaux. Donc, concernant l'aspect contrat, est-ce que vous réalisez l'analyse des contrats signés par la startup, que ce soit les contrats de partenariat, de travail, accords de confidentialité, contrats de licence? Alors, c'est vrai que oui, Euh, les contrats, c'est souvent un point qu'on va analyser. Euh, on va pas, après, c'est comme pour une recherche d'antériorité, hein, ça dépend du temps qu'on y passe. On peut faire. Donc, suivant la quantité de contrats analysés, suivant l'importance dans le cas par rapport au développement de la société et à son modèle économique, on va y passer un temps adapté. Donc, on peut, surtout comme je l'ai dit juste avant, on a un délai souvent assez court pour fournir le rapport et la restitution. Donc, on va se concentrer sur les clauses de propriété industrielle. Donc, c'est ça que l'on va analyser en priorité. L'idée, c'est surtout de faire remonter s'il y a des risques.
Ça peut être, la conclusion, ça peut être, voilà, il va falloir faire une analyse plus poussée du contrat avec l'université X parce qu'elle a une influence importante, enfin, voilà, c'est un levier important sur la suite des événements, du développement de la société. Et donc, peut-être qu'il y aura des études par la suite. On ne peut pas forcément faire une analyse complète de tout dans le temps qui nous est imparti. Ouais. Ensuite, voilà, il y a l'aspect rémunération des inventeurs aussi, hein, qui est pris en compte, hein, pour voir s'il y a un risque à Oui. ce niveau-là. Est-ce qu'une collaboration basée sur les informations? Voilà, en gros, est-ce qu'on utilise les informations pays transmises par l'entreprise ou est-ce on travaille de manière complètement indépendante? On a quand même besoin de s'appuyer sur les informations qui nous sont transmises. Donc, c'est vrai que l'audit, il est fait, si l'entreprise nous cache des informations, c'est pas constructif de sa part, mais on va pas, on va pas être, on n'est pas des enquêteurs qui allons, ou des huissiers qui allons venir dans l'entreprise saisir les informations contre leur volonté. Donc, on est dépendant de la bonne volonté et de toute façon, c'est l'intérêt de la société d'être transparente et de fournir les informations. Bien entendu, les recherches qui sont faites avec les outils de recherche euh, comme Orbit C'est ça, Intelligence on nous vérifie permettent quand de même un faire des certain nombre recherches d'éléments, de hein. notre côté. On ne se repose pas que sur l'information fournie par la société, bien sûr. Ouais, c'est ça. Euh, une question également sur, voilà, j'ai l'impression que l'audit pays s'adresse davantage à des entreprises de petite taille qu'à des grandes entreprises qui réalisent déjà un suivi des brevets et des marques. Euh, alors, en pratique, c'est vrai que c'est plus souvent avec des petites entreprises qu'on réalise ces audits, mais on en réalise également pour des plus grandes. Et en fait, dans ce cas-là, il faut considérer une plus grande entreprise comme la multitude de business lines, désolé pour l'anglicisme, qui peuvent être considérées comme des plus petites entreprises. Et donc, on va aligner tout le portefeuille d'actifs pays avec chacune de ces business lines et refaire la méthode qu'on a vue juste avant pour chacune. Et peut-être qu'on va voir qu'une business line qui rapporte énormément de business est peut-être pas très bien protégée, tandis qu'une autre qui en rapporte peu et on n'a pas prévu qu'elle en rapporte plus est très très bien protégée. Et donc ça permet aussi de comprendre où est-ce qu'il y a des trous dans la raquette de la même manière en fait. Donc ça s'applique tout à fait. Ça s'applique tout à fait. Voilà. Quid des logiciels et de l'open source? Est-ce que ces sujets sont parfois traités? Oui, ils sont traités. Tout dépend de la manière du contexte de la société, de ce qui est le cœur de son business ou de ce qui peut avoir influencé son développement ou son non-développement. Et là, bien entendu, par exemple, moi, je suis directeur du département en physique mécanique chez Novagraph. Bien entendu, si les sujets principaux de la société sont du domaine du logiciel, c'est notre équipe TIC, technologie de l'information et de la communication, qui va prendre le relais, enfin qui va être en contact, qui va être impliqué dans l'audit. On est aussi pluridisciplinaire dans les domaines techniques chez Novagraph, donc bien entendu, Chez il Costel. peut y avoir une société qui a à la fois du logiciel et des solutions mécaniques. On a, par exemple, été sollicité par une société dans le domaine de, de la robotique pour les interventions chirurgicales. Et donc là, il peut y avoir à la fois des aspects mécaniques et des aspects euh, informatiques, logiciels. Et dans ce cas-là, on fait appel chez nous aux experts les mieux placés. Ouais. Ensuite, voilà, qu'est-ce qui est le plus problématique pour un investisseur? Un audit qui montre des faiblesses en termes de liberté d'exploitation ou en termes de protection? Euh, Là-dessus, moi je dirais que c'est plutôt en termes de liberté d'exploitation. Les investisseurs vont être plus sensibles à ce risque-là, et notamment parce que c'est un risque qui est peut-être plus difficile à mitiger qu'un risque qu'une faiblesse de protection. Une faiblesse de protection, on peut définir une feuille de route pays pour renforcer la protection progressivement. Par rapport à des brevets qui sont réellement gênants, détenus par des concurrents, bien délivrés, voilà, finalement, il va rester moins de solutions. La possibilité d'invalider ces brevets, qui va être positive ou pas, la possibilité de contourner les brevets, et si vraiment ce ne sont pas des brevets qu'on peut acquérir, c'est se cacher ou pas aller sur les mêmes territoires, ou voilà, ou rendre le reverse engineering impossible, hein, ou très très difficile. Mais c'est voilà des risques qui peuvent être plus difficiles à contourner.
C'est vrai. Après, sachant que donc côté liberté d'exploitation, on ne, dans le cadre de l'audit, on ne peut pas faire une analyse de liberté d'exploitation poussée en général, dans le temps imparti, encore une fois. Et ça, généralement, on fait une première identification du risque et on essaye d'évaluer le niveau du risque, la probabilité qu'il ait lieu éventuellement, mais on va pas forcément analyser, on va pas analyser en détail le brevet concurrent et sa validité, etc. C'est pas l'objet de l'audit, c'est un état des lieux, comme on le disait, avec identification de risques potentiels. Et ensuite, souvent la société elle a déjà son conseil en propriété industrielle titré, et c'est lui qui sera amené ensuite à travailler sur les risques qui ont pu être identifiés dans l'audit. Une question également, est-ce qu'il y a dans cet audit une phase de due diligence pour vérifier, par exemple, que des divulgations n'ont pas été faites avant le dépôt de la demande? Donc, oui. Alors, c'est quelque chose qui est échangé avec, la société. Et oui, on va vérifier que, notamment au nom des inventeurs ou de la société, on n'a pas vu de communication à des conférences, des publications scientifiques, voilà, d'autres brevets éventuellement au nom des inventeurs et pas au nom de la société. Enfin oui, tout ça va être vérifié. J'arrive au bout des questions qui ont été posées. Ok, ben, je pense on est à la fin de notre webinaire. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. Merci de votre attention. Merci Cyril. Et Merci à toi. merci à Laura qui a organisé ce webinaire avec nous. Merci à tous. Bonne journée. Merci.